Bienvenue les amis dans ce nouveau numéro de Noah-sur-Mer, ici au Verdon, sur le pont du baliseur Le Gascogne. On va vous parler aujourd'hui des phares et balises qui assurent la signalisation maritime en mer, mais pas que. Pas que, parce qu'il y a à terre tout un tas de services pour entretenir ces 180 marques. Alors ce sont des savoir-faire qui se transmettent. On ira voir la chaudronnerie avec Tanguy. Salut Tanguy, à tout à l'heure. Et vous allez voir 180 marques à entretenir à terre, à installer en mer. C'est tout un travail absolument titanesque qui est fait notamment sur ce baliseur océanique Le Gascogne. Et d'ailleurs, tu es embarqué il y a quelques jours à bord pour voir vraiment le métier en mer de ce baliseur Le Gascogne. Le vent s'est levé ce matin, on a travaillé ce matin à l'étal de basse mer et effectivement il n'y avait pas du tout de vent. Mais l'avantage c'est que c'est un mort d'eau, un tout petit coef, donc on n'a pas trop de courant parce qu'ici c'est vrai c'est aussi le courant qui nous pénalise beaucoup. Non mais c'est pas assez eux en fait. Nous on s'occupe du balisage donc entre La Rochelle, le plateau de Rochebonne et la frontière espagnole. Et on s'occupe de tout ce qui est, vous voyez, bouée de signalisation comme ici, là, jusqu'à Bordeaux et après en extérieur. Ça fait à peu près 180 dans ces eaux-là, avec une centaine de bouées sur la Gironde. Le treuil, reprends tout doucement, Je gère donc l'équipage sur le pont, je donne les instructions aux grutiers, aux treuillistes, en fonction de ce qui se passe, de comment bouge le bateau. Le but du jeu, c'est effectivement de monter la bouée sur le pont, de la sécuriser le plus rapidement possible, et après de pouvoir monter les chaînes et de vérifier tout ce qui est chaîne, manille, émerillon. On contrôle l'état, l'épaisseur, et on change donc ce qu'il y a à changer. Je crois que je vais devoir tout changer là. J'ai du 21 sur les bordures. Cette base là, elle pèse combien? 5 tonnes. Pour autant, des fois, ça se fait brasser par les marées, les tempêtes, des fois ça bouge. Ah oui, ça arrive que c'est pour ça que les bouées se dérade, parfois elles bougent, oui. Il y en a qui se sont déradées de 20 mètres, puis d'autres de 80-100 mètres, quoi, voire plus. Ça dépend comment les fonds ont bougé, ce qui s'est passé. Quand il y a des nœuds dans la chaîne, ça raccourcit la chaîne, et la bouée lève le bloc et après ça se déplace. Là, on va faire de la découpe de chaîne en fait. La découpe de chaîne et ensuite on va faire de la soudure. Selon les bouées, il y a différentes longueurs. Cette bouée que tu viens de voir, il y a 40 mètres de chaîne. Si on parle des chaînes de Rochebonne, on est à 150 mètres la chaîne. On a un historique de bouées, donc en fait on revient en général sur les bouées tous les ans ou tous les 2 ans en fonction de leur exposition et comment ils travaillent. Et donc cette bouée-là, normalement, on ne devait pas changer grand-chose. En général, il y a une chaîne de marnage et une chaîne dormante qui reste plus ou moins ensouillée au fond. Et là, en fait, les 2 chaînes avaient trop travaillé, on était obligé de les changer complètement. Dès qu'il y a en fait 30% d'usure, on change la chaîne. Le plateau de Rochebonne, c'est là où il y a les plus grosses bouées, c'est des 15 mètres cubes. C'est vraiment des grosses bouées qui font plus de 10 tonnes, 10-12 tonnes et prennent à peu près toute la longueur du pont. C'est à manipuler, c'est quand même beaucoup plus complexe. Et après, tout de suite, on a aussi pas mal de soucis avec Arcachon parce que les bancs de sable d'Arcachon ont bougé énormément. Donc la passe, on est obligé de la refaire tous les ans. Il y a de moins en moins de fonte, donc nous on a 3,50 m, 3,60 m de tirant d'eau, on va dire, et on a de plus en plus de mal à passer. Le principe, c'est ça. Le résultat, un petit peu moins. Et on l'a vu, c'est des bouées qui... elle n'est pas toute jeune, celle-là. Une cinquantaine d'années. Et donc, elles ont une durée de vie gigantesque. Les corps c'est illimité. Ouais. On les sable, on les répare. Les corps, ils sont tellement épais que ça ne bouge pas, quoi. Ce type-là de bouée... Ouais. Bon, on peut aller voir. Il y a le corps plastique, mais par contre, toute la structure porte-flotteur et porte-lest, c'est en acier. Et après, il y a un pylône aluminium dessus. D'accord. Et ces bouées en plastique, alors vous me disiez, elles ont des avantages, mais elles ont aussi des inconvénients. Oui. Pourquoi? Beaucoup plus fragile. La bouée est plus légère d'elle-même. Donc quand il y a des grosses tempêtes et tout ça, elle dérouille beaucoup plus. Ça peut casser. Oui. Donc finalement, on en revient
Oui, aux bouées. boissiers qui ont fait leurs preuves, disons. Ces bouées, elles servent à indiquer la route au navire. Vous voyez par exemple ce portrait de pilote qui prend un cargo à l'océan pour l'amener jusqu'à Bordeaux. Le Verdon, porte du Grand Large. Olivier Barrault va chercher un pétrolier à 25 000 au large de la pointe de Grave, l'extrémité du Médoc, soit à près de 45 km. Le navire du jour, un pétrolier de 180 mètres de long et 30 de large. Bonjour. Thank you. Good morning. L'équipage est philippin, le capitaine vient de Lettonie, mais pas le temps de faire connaissance. So I can take the cone if you want, Captain. You can speed up back to the maximum speed. Là, vous voyez, on est sur l'entrée des premières bouées. Donc le navire a tendance à dériver un petit peu tribord. Donc il faut immédiatement avoir l'œil, positionner le navire et si besoin est, corriger. Car les bancs de sable sont nombreux. Premier défi, engager le pétrolier dans l'estuaire de la Gironde. Ouais, donc pour le CPO France, RAS. C'est alors une autre aventure qui commence, la remontée de la Garonne. 120 km à parcourir, avec à certains endroits 80 cm d'eau sous la quille de ce monstre de métal. Il y a tout un timing de montée avec différents seuils. Donc le passage de ces seuils doit se faire au moment judicieux. Et donc il faut suivre l'onde de marée. 120. Correction, 115. Jusqu'à mon dernier navire, il y aura toujours une petite part d'incertitude. Et c'est ce qui fait la beauté de la manœuvre. Olivier a été capitaine au long cours avant d'être pilote. Un passage obligé pour être crédible auprès des équipages rencontrés. C'est quelque part une nécessité d'avoir vécu l'autre côté, si je puis dire. J'ai commandé sur des grosses unités, donc ce que ressent le commandant, je l'ai ressenti. Le commandant doit se sentir en sécurité. D'après le représentant local de la compagnie, nous resterons au minimum 36 heures pour décharger le cargo. Après, nous n'avons pas encore confirmation, mais nous repartirons probablement vers Rotterdam pour charger de nouveau. Après 5 heures de remontée, le voyage s'achève au bec d'Ambès pour le CPO France et ses 30 000 tonnes de fuel. Comme le pétrolier, 2500 navires sont confiés aux hommes et aux femmes du port de Bordeaux chaque année. Alors on a vu Tanguy qui était à l'œuvre à la chaudronnerie, moi je vais faire l'électronique avec Olivier et Alain. Les gars, qu'est-ce qui se passe là? Là on rééquipe la bouée BXA. Ouais. C'est la bouée d'atterrissage de la passe de l'Ouest. Ouais. Donc elle avait été échouée sur le plateau de Cordouan. Donc ici vous avez le coffret batterie et sur le côté les panneaux solaires. D'accord. Et le principal, le feu. Et ça va être connecté où? Je suis en train de préparer l'installation là et ça va être connecté sur la IS, sur l'antenne que j'ai montée. D'accord, ok. Et ça pèse combien de bouées comme ça? C'est autour de 4 tonnes. Contrario des métalliques qui en 12 mètres cubes tournent plus autour des 8-10 tonnes. Il y en a une bouée qui a traversé l'Atlantique. Elle est partie du Canada et elle atterrit sur nos côtes dans le Pertuis charentais. C'était en 2018. On regarde. L'objet insolite, le voici. Ce sont les ultimes tours de clé à molette et coups de marteau pour enlever le mât de cette bouée de signalisation canadienne de 2,50 m de haut et lourde de 4 tonnes. Cyril Escoffier, capitaine de l'Estrée, l'a retrouvée lundi dans le Pertuis d'Antioche. Elle a fait ni plus ni moins une traversée de l'Atlantique. Donc on s'est renseigné sur Internet. Donc elle appartient au garde-côte canadien. Elle a réussi à passer à la traversée sans se faire remarquer. Ouais. C'est surprenant. Même nous, on a du mal à comprendre. Et ça peut être dangereux, surtout pour les navires qui rentrent en collision. Grâce à ces incrustations Y16, les agents des phares et balises retrouvent son avis de disparition, rédigé en octobre 2016 au Canada. Une forte tempête l'aurait détaché de son ancrage. C'était de la chaîne de 35 et là on s'aperçoit elle fait plus que à peine 15 quoi.
Donc en dessous ça a dû péter, ça a dû s'user encore plus. Et certainement que la chaîne a cassé. Les autorités canadiennes ont été prévenues, mais la bouée, usée, restera sûrement ici. Le coût de la faire revenir de l'autre côté de l'Atlantique serait assez élevé par rapport au coût d'acheter une nouvelle bouée. Donc c'est à voir avec les autorités, mais je pense que très certainement, certaines parties de la bouée partiront en déchets. Pendant plus d'1 an et demi, elle aura donc flotté au gré des courants, s'offrant un petit voyage du Canada à La Rochelle. Alors je suis avec Ronan Floch, chef de la subdivision phare et balises du Verdon-sur-Mer. Alors Ronan, à l'heure du GPS, c'est encore utile comme ça d'avoir des balises physiques? Oui, parce que l'électronique n'est pas encore complètement infaillible. Et il est évident que pour les navigateurs, eux-mêmes le disent, que les points de repère et les formations qu'ils ont pu avoir par le passé, et encore aujourd'hui, s'appuient sur ces éléments physiques en mer. Est-ce que c'est un métier qui a évolué aujourd'hui? Il y a des LED, on a parlé de tous les systèmes électroniques embarqués. C'est un métier qui se modernise, mais dans tous les sens du terme, hein, aussi bien dans tout ce qui est technique de chaudronnerie que dans les techniques d'électronique. L'évolution de l'arrivée de tout ce qui est satellite nous permet aujourd'hui d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure supervision de nos ouvrages. Alors dans phare et balises, il y a phare. On a un exemple juste en face qui est absolument magnifique, le phare de Cordouan. Il est encore en activité et ça c'est votre travail, qu'il soit encore en activité. Les phares sont des zones d'atterrissage pour les navigateurs. Ce sont les éléments au niveau maritime qui se voient le plus loin du large. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans les phares, on a conservé des lentilles de Fresnel. Des choses très très anciennes qui aujourd'hui restent en activité parce qu'elles nous permettent en fait de faire rayonner la lumière à des distances impressionnantes. Et on n'a pas fait mieux depuis, tout simplement. On n'a pas fait mieux depuis. Alors, le phare de Cordouan éclaire très très bien grâce à toi. Par contre, il faut en permanence travailler dessus pour le rénover. On l'a dit, la France aimerait bien le voir classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Si ça se fait, ce sera cet été. Je vous propose de faire un point sur les travaux de cet emblème presque français. Contre vents et marées, le phare de Cordouan indique sa route aux marins depuis le XIVe siècle. Henri IV en a fait un palais royal en 1611, mais les outrages du temps lui imposent une cure de jouvence entamée en 2005. Dans la chambre du roi comme à l'extérieur, c'est le côté est le plus abrité, qui est pourtant le plus abîmé. Côté est, qui n'est pas battu par les vents, eh bien vous n'avez pas assez d'eau de pluie pour laver et donc les sels restent et viennent dégrader la pierre. Vous voyez ici, on a effectivement retiré une pierre, on va devoir la changer. C'est le cas pour toutes les pierres où l'architecte a marqué d'une croix rouge qui vont devoir être modifiées. Là, vous voyez donc les pathologies, les joints qui ont été creusés. Le sel a parfois rongé les visages des sculptures. Rémi Bierne a la lourde charge de leur redonner vie. On n'est pas vraiment des artistes un petit peu, mais on est des ouvriers avant tout et des restaurateurs et notre intervention doit vraiment être le moins visible possible. Voilà. Et en harmonie complète avec le style qu'on essaye de copier. Monument historique depuis 1862, Cordouan et son architecture unique ont été peu à peu oubliés. C'est vrai que le côté royal de Cordouan était peut-être pas connu de tous. Le fait aussi que ce soit le seul phare au monde en pleine mer encore habité n'était pas connu de tous. Donc c'est vrai que la procédure d'inscription à l'UNESCO nous a permis de faire parler du phare. La France souhaite inscrire Cordouan au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet. Il deviendrait le seul phare en pleine mer à obtenir une telle reconnaissance. Celui de Cordouan, alors, on avait fait avec mon frère, parce qu'à l'époque on était de menuisier, il est parti à la retraite lui aussi. On a refait toutes les fenêtres de la couronne, portes et fenêtres de la couronne. Et il fallait les refaire comme il y a 400 ans elles ont été faites. Et la difficulté, c'est quoi alors quand c'est... Mais c'est pas les mêmes moulures, c'est pas les. Ça, il a fallu faire fabriquer des fraises exprès parce qu'on n'avait pas le matériel pour le faire. Il fallait les faire comme ça là, comme ça se faisait autrefois. Mais on avait fait même des lits, si vous voulez voir. Allez, on y va. Ils les ont remis à terre parce que bon, je sais pas. À l'époque, on avait refait des lits comme ça là. Là, c'est des 80. Ça, c'est moi qui les avais faits là, à l'époque. Et c'était des lits qui allaient Des lits pour les gardiens. Donc ça fait partie de la fonction des phares et balises, de s'occuper de tout l'entretien. Oui. Des maisons,
D'accord. Les maisons caférées. Actuellement, là, dernièrement, j'ai fait des portes pour le phare de Biarritz, tout en chêne. C'est du verre, du bois, les essences de bois, les matériaux. Ouais, mais là, c'est un bois exotique, c'est du Meranti. D'accord. Voilà. Et, il faut que ça dure aussi. Oui, voilà. Parce que il y a les embruns, etc. Là, c'est à vie, hein, parce que bon, c'est en eau, c'est protégé, c'est pas trop là, c'est pas la pluie. Et vous allez en mer quand même des fois? Ben en mer au phare de Cordouan, hein, si au phare de Trompeloup, j'avais refait une porte à Pauillac, c'est. Bon, et vous préférez être en mer ou à terre? Je préfère être à terre. Eh ben, on va vous emmener, Henri, en mer. On va vous présenter le nouveau bateau de la subdivision des Phares et Balises de La Rochelle. Ils viennent de recevoir leur nouveau bateau qui s'appelle Chef de baie. On embarque. La Cardinal Est Minime. Des feux de signalisation comme ça, on en compte plus de 3000 sur le littoral français. Choque le treuil un peu. Et tous les 2 ans, il faut les inspecter un par un. Il en va de la sécurité en mer. Karim Bakolo, chef d'équipage, contrôle l'usure de la chaîne. Ok. Vestron. Il est mort. Il est plus usé en bas. Là, faudra qu'on la change. T'en as une autre ou pas? Il est combien de mètres? 15 mètres de 30. 15 mètres de 30. Les agents des Phares et Balises étaient bien sûr attachés à l'Estrée, leur bon vieux baliseur, parti hier pour le Maroc. Mais avec ses 27 mètres de long, ses 2 moteurs de 500 chevaux et ses propulseurs d'étrave, le chef de baie, c'est une petite révolution pour tous ces marins. Le dernier baliseur était de 74, l'Estrée. C'est un nouveau baliseur avec des capacités qui sont totalement différentes que l'Estrée. Ça va entraîner une nouvelle exploitation. C'est vraiment un très bel outil. Bien sûr, quand on l'a vu partir, ça nous a fait un peu mal au cœur, on a un petit pincement au cœur. Enfin, on touche un bel outil derrière, donc voilà, c'est le modernisme maintenant, il faut faire avec. Voilà. Et ça change vraiment le boulot? Ah oui, non mais ça n'a rien à voir quoi. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile? Ah bah on est passé de la 2 chevaux à la Mercedes quoi. Pertuis breton, Pertuis d'Antioche, passe de Montmusson. Été comme hiver, il faut s'assurer que feu, bouée et autres amers fonctionnent correctement. Le feu était défectueux, donc du coup nous le remplaçons par un neuf. Confort de travail et respect de l'environnement. Dans sa timonerie, Pascal Le Sommer prévoit désormais des campagnes de 4 jours sans retourner au port, autant d'économies de carburant pour la subdivision. On a des panneaux solaires, des aérogénérateurs, une injection donc à des bloues qui vient brûler le gaz en sortie d'échappement. On a fait la transition écologique, hein. C'était le